parler de la diversité. Il y a deux types de diversité. Il y a une diversité qui vient du fait qu'il y a plusieurs groupes qui existent, et une diversité qui est liée à des problématiques intérieures à la personne. Donc on parlera de diversité externe et interne, par exemple. La personne qui n'arrive pas, dans une société où les diversités culturelles, religieuses ne sont pas assumées, ne sont pas intégrées, ne sont pas acceptées, ne sont pas tolérées, nous avons donc à ce moment-là des conséquences psychologiques. C'est-à-dire que les personnes n'arrivent pas à s'identifier, n'arrivent pas à se retrouver au sein d'un groupe, et par conséquent, il va y avoir un traumatisme en quelque sorte psychologique qui fera que la personne va chercher en elle-même, au lieu de chercher dans son appartenance, elle va chercher en elle-même ses appartenances, cette diversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer d'une société qui accepte la diversité des groupes, mais avec des gens qui sont pleinement en accord avec eux-mêmes, en quelque sorte, avec leur appartenance, à une société qui refoule quelque part ses appartenances. À ce moment-là, ce sont les individus eux-mêmes qui vont devoir intérioriser cette diversité. Et ça, c'est pas sain. Et l'on voit que les personnes qui n'arrivent pas à se centrer sur une appartenance vont se retrouver clivées psychologiquement. Et elles vont osciller d'une appartenance à une autre, d'un groupe à un autre, d'un langage à un autre, d'un comportement à un autre, d'un mode de vie à un autre, et ça va rendre leur comportement général assez confus, assez déroutant. C'est pour cela qu'il est préférable, dans la mesure du possible, de régler cette question de l'appartenance. On en a parlé à plusieurs reprises dans nos cafés philo, à savoir que nous ne pouvons nous construire que si nous savons à quel groupe nous appartenons. Si nous connaissons son histoire, si nous connaissons ceux qui le représentent, ce qui nous permet quand même de savoir à peu près qui nous sommes, si on peut dire, mais qui nous sommes, quelles sont nos potentialités du fait que nous appartenons à un groupe donné. Ce n'est pas qui nous sommes, nous, individuellement. Hein? C'est la probabilité de ce que nous pouvons être au vu de ceux qui représentent le groupe auquel nous-mêmes nous pensons appartenir, ou nous voulons appartenir. Il est donc souhaitable, de toute façon, que l'on ménage des sous-ensembles où se retrouvent des gens qui ont le même profil. Même dans le cas des Africains, par exemple, ou des musulmans de telle et telle origine, il vaut mieux les regrouper entre eux, dans l'entre-eux, entre soi, plutôt qu'ils ne se dispersent dans la nature et qu'ils errent d'un groupe à l'autre en essayant de se caser ici et là alors qu'ils sont des étrangers. Quelqu'un qui vit en France n'a pas à vivre comme un étranger parce qu'il y a suffisamment de gens qui lui ressemblent en France pour qu'ils constituent une communauté. D'où l'intérêt d'ailleurs d'une immigration assez massive, de façon à ce que l'on puisse constituer des ensembles suffisamment importants dans des quartiers, dans des villes même, dans des régions même à la limite, pourquoi pas, au sein de ce que j'appelle un empire. Parce que dès qu'on développe de la diversité au sein d'un ensemble, on se rapproche, pour moi, de l'idée d'empire, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Et l'empire, pour moi, c'est le modèle idéal de société.
ça n'est pas la fin de telle et telle composante de cette société, mais c'est au contraire la garantie de la cohabitation entre les différents groupes. L'ONU aussi est un empire, par certains côtés. C'est-à-dire qu'elle regroupe des populations diverses, très diverses, au sein d'un ensemble, avec la possibilité éventuellement, par le Conseil de sécurité par exemple, d'arbitrer les conflits qui pourraient exister, comme par exemple l'Union africaine ou autre. Quand un État quand une entité est toute seule, ne fait partie d'aucun empire, et elle-même n'est pas un empire, eh bien il y a un problème. Par exemple, l'État d'Israël, est-ce qu'il existerait sans son appartenance de facto à l'Empire américain? Question qu'on a posée tout à l'heure à propos de l'Union européenne, est-ce qu'elle peut exister sans l'Empire américain? Maintenant, la question de savoir si, ou bien en tant qu'entité, je fais partie d'un empire, ou bien si moi-même, je suis le fondement, la colonne vertébrale d'un empire. C'est le problème qui se pose pour la France, par exemple, qui est passée du stade d'une puissance impériale, avec sa métropole, au stade d'une puissance qui fait partie d'un empire dont elle n'est pas le maître. Bon. D'où le problème du Brexit, d'où éventuellement le problème du Frexit. L'Angleterre est prise dans le même problème. Et la question de l'Irlande ne devrait pas être aussi importante que cela. L'Angleterre pourrait reconstituer quelque part une forme d'empire, peut-être, avec son ancien Commonwealth. Elle trouverait un peu un statut de capitale d'un empire. Pour des pays qui n'ont pas de destin impérial, ou qui n'ont qu'un destin impérial réduit au niveau de l'Europe, le problème ne se pose pas de la même manière, même pour l'Allemagne par exemple, voire même pour l'Italie, qui n'ont pas eu de grandes entreprises coloniales. Hein, ce sont des gens de second rang au niveau colonial. En revanche, pour l'Angleterre, pour la France, mais aussi pour l'Espagne, pour ne pas parler des Pays-Bas, de la Belgique, ou même du Danemark, avec son Groenland, pour ces trois pays sur la façade atlantique, sans oublier le Portugal éventuellement, il y a là des pays qui ont été des empires au sens plein du terme, et qui ont intégré des populations extrêmement diverses, et même très lointaines. Rappelons que la France quand même a des colonies ou des territoires, des départements, y compris à la Réunion ou à Tahiti, etc., bon, ou en Guyane, etc. Bon, donc il y a une dimension impériale de la France, un génie impérial, et ça m'attriste beaucoup quand je vois que la France, se situe uniquement dans le cadre impérial de l'Union européenne, qui est elle-même éventuellement un vassal des États-Unis, et deux, quand elle-même n'a pas la mentalité impériale, et qu'au sein de son propre hexagone, un hexagone c'est aussi un empire. Au départ, la France même au niveau hexagonal s'est constituée comme un empire, avec des populations et des provinces très diverses. Eh bien, quand elle rejette les immigrés, par exemple, alors qu'elle les avait parfaitement intégrés et même occupés et même conquis dans les décennies ou les siècles précédents, c'est une honte. Hein? Et de toute façon, le roman national français doit d'avant tout être un roman impérial. C'est-à-dire que voilà, la France, elle s'est constituée, elle s'est développée, elle s'est prolongée, et par conséquent, quand quelqu'un qui vient d'Afrique noire ou d'Algérie, eh bien, il doit se reconnaître au sein de cette histoire impériale, puisqu'il en fait partie. Voilà quelques réflexions que je laisse à vos cogitations.